Bien, eh bien, bonsoir à tout le monde. Début d'année 2025, une bonne année, hein, une bonne année à terre tous. Et puis, nous allons commencer avec un personnage qui n'est pas des plus célèbres, nous dit-on, de la littérature picard. Et pourtant, il est mentionné à de nombreuses reprises dans pratiquement toutes les anthologies. Et puis, pas si oublié que ça. Donc, je veux parler de Théophile Denis. Denis, c'est son nom de famille. Théophile, c'est le prénom. Et donc, il était né, Théophile Denis, en 1829 à Douai, Douai dans le Nord. Comme c'est le Douai habituel, hein, bien connu. Né à Douai. Et puis, ce Théophile Denis décédera en 1908. Donc, il a quand même une vie assez longue, à quasiment 80 ans, pour l'époque, hein, bien entendu. Alors, comment j'en suis arrivé à m'intéresser à Théophile Denis? Eh bien, c'est il y a un double concours de circonstances. Bon, déjà, la curiosité, sa présence dans la Bible du Picard, la forêt invisible, hein, publiée en 1985 à la Maison de la Culture d'Amiens. Quelqu'un qui est donc présenté par Pierre Ivard comme étant important dans les langues picardes, et c'est pas moi qui vais dire le contraire aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, Pierre Ivard, pour continuer à le mentionner, avait déjà publié à la même époque l'invention enfin, à la même époque que la- l'anthologie de la forêt invisible dans l'invention qui paraît le premier numéro en 1986. Il y a un long article avec la reprise d'un certain nombre de poèmes de Théophile Denis. Il y a un autre article dans le numéro 2 qui suit 6 mois plus tard, donc de l'invention de le Picardie. Donc dans les années 80, j'ai notion qu'il y a ce personnage-là. Je dois dire que honnêtement, je n'y apporte pas une attache plus poussée que ça, dans la mesure où je ne connais que ce qui en est dit par d'autres, ce que je néglige pas, mais bon, ça, voilà. Et puis un jour, je suis tombé sur un de ces fascicules qu'il a édité, je vous en reparlerai bien sûr tout à l'heure, donc il s'appelle d'un titre en français, c'est toujours, ce qui m'a toujours un peu intrigué. Pourquoi les gens mettent des titres en français à des livres qui sont en picard et le contraire existe. Il existe aussi des titres en picard à quelques livres qui sont écrits en français. Bref, donc ça s'appelle Petit tableau rustique en patois d'un coin de Flandre, d'un coin de la Flandre française. Petit tableau rustique en patois d'un coin de la Flandre française. Au singulier Flandre, hein, parce qu'il y a les Flandres, et donc il y a la Flandre française, et Douai est dans ce secteur-là. Et puis là, moi, je commençais à lire, et puis je dis, bah oui, en fin de compte, c'est du bon Picard, tout court, hein, voilà. Alors, je vais vous parler, donc c'est la première approche que j'ai de Théophile Denis, et puis une deuxième, un petit peu plus récente, en fin de compte, c'est pour ceux qui sont abonnés, celles qui sont abonnées à Schlancheron, donc le dernier numéro qui a été publié à la fin de l'année, à l'automne dernier. C'est un numéro qui porte sur les moutons, les brebis chez Berby, les bergers. Et puis dedans, on a présenté des cartes postales avec des textes en picard anonymes. Et bon, moi, c'est l'anonymat, ça va 5 minutes, mais bon, ça finit toujours par m'intriguer. D'autant que ces cartes postales sont imprimées et diffusées à Cailleux-sur-Mer, dans la Somme, et que le Picard me semblait être un Picard du Pas-de-Calais ou du Cambrésis, je ne voyais pas trop. Et puis, il va s'avérer, on verra ça tout à l'heure, que ce sont des textes de Théophile Denis qui ont été repris, voire un petit peu changés, mais peu importe, je pense vraiment que ça a été fait avec son accord, parce que Théophile Denis, en fin de compte, est décédé en 1908 à Cailleux-sur-Mer. Donc il n'a pas deux attaches hein, en termes de langue, il n'en a qu'une seule, c'est la région de Douai, mais il a une attache physique à la fin de sa vie vers donc la côte picarde, Cailleux-sur-Mer. Alors, je vais vous raconter un petit peu donc sa biographie, on va rentrer dans un univers dans lequel on ne va pas souvent, hein. On va aller jusqu'à l'Élysée, hein. C'est pour vous dire que quand même, c'est pas n'importe quoi. Euh, la famille de Théophile Denis. Alors, Théophile Denis, donc né à Douai, et puis ses parents sont installés là. Son père est originaire de Feuchy, à côté, et puis sa mère, elle est de Flers en Escribieux, qui est à côté aussi de Douai.
Donc, ils sont de modestes épiciers quand il naît en 1829. Et en 1840, il y a une épidémie de typhoïde, de choléra ou de grippe. C'est pas bien identifié. Je n'ai pas fait de recherche non plus là-dessus. Mais en tout cas, ses parents décèdent brutalement, tous les deux, à 2 jours d'intervalle. Et il laisse Théophile et puis son petit frère, qui est Léopold, tous les deux orphelins. Lui, il a 11 ans, son frère, il a 3 ans de moins, et 5 ans de moins. Ils vont être élevés chez leur tante maternelle, par leur oncle et leur tante, et leur grand-mère maternelle, euh, à, à Flers. Et ça s'écrit comme Flers dans l'Orne, hein, Flers, en Escrebieux. Escrebieux, c'est la rivière, une des rivières qui est dans ce secteur-là. Parce qu'il y a la vallée de la Sensée, enfin, il y a des choses. Et c'est là qu'il dit et qu'il écrit et qu'il va posséder la langue de 1840 à Flers, c'est du picard. Hein. Je veux dire, alors bien sûr, ça se dénomme le patois, comme ça se dénommait probablement à Abbeville à la même époque, le patois, et puis même encore maintenant. Mais la langue est véritablement picarde, vous allez voir, c'est quelque chose qui est très intéressant, très riche. Et puis, il ne va pas faire état de la possession de cette langue parce que c'est un élève assez brillant. Il va au lycée de Douai, il va passer le baccalauréat à Paris. Il présente l'examen en 1849, hein, il a juste 20 ans. Et puis, il va commencer des études de droit à Paris et il va avoir une vie parisienne au sens de la région parisienne, de la vie parisienne à ce moment-là, alors qui n'est pas du tout la vie des flonflons, hein, du tout. Non, non, c'est une vie intellectuel, politique, et puis vous allez voir, on va y dire de journalistes pour faire simple, et de militaires. Et puis, il va, dès sa jeunesse, il commence à écrire en français des cahiers de poésie, poésie romantique, hein, on est en plein cœur du 19e siècle, donc une poésie de l'époque, dans laquelle il va évoquer son enfance, sa mère défunte, et puis son éducation religieuse. Sa vie est assez imprégnée de la religion catholique. Et dedans, il va faire un envoi, une dédicace dans une de ses pièces à Marceline Desbordes-Valmore. Donc Marceline qui est également de Douai. On a déjà eu l'occasion d'en parler au moins 2 fois, hein, dans les Masterclass. Et donc, c'est la poétesse. Elle est originaire de Douai. Elle a écrit quelques vers en patois douaisien, mais elle a surtout été connue pour être une poétesse, elle reste connue pour ça, et puis elle a une vie également parisienne. Donc ils se sont rencontrés, et puis elle lui a récité quelques strophes de son oraison pour la crèche, donc qui est un de ces 3 textes connus dans lesquels il y a du Picard, de Marceline Desbordes-Valmore. Donc il y a ce lien intellectuel, littéraire, et donc on était là, donc il a une vingtaine d'années. En 1851, bon, il a la bougeotte, euh, et il s'engage pour être soldat. Alors, certains commentateurs dans ses biographies, j'en ai lu plusieurs, qui se complètent, hein, ce ne sont pas des livres entiers, ce sont des articles assez longs. Certains commentateurs disent que c'est aussi pour acquérir son indépendance financière, ce qui est tout à fait logique, hein. Il est plus que majeur. Il a été élevé par ses oncles et tantes. Il y a un petit frère derrière, donc il va donc s'engager dans l'armée pour voyager. Alors il s'engage dans un régiment qui doit partir vers l'Italie, vers Rome, et puis en fin de compte, ce régiment, le 3e régiment de ligne, il reste en France, donc il s'ennuie un peu. Et puis 2 ans plus tard, il part dans la Baltique, où il y a un conflit où les Français sont alliés aux Anglais contre les Russes, qui ont des visées sur certains territoires. Et donc, il va participer à des batailles navales avec la prise, enfin, à partir d'un bateau. Lui, il est sur un bateau. Donc, ils vont prendre la ville de, alors je vais la prononcer à la Vigneux, hein, ça donne Bomarsund. Hein, je ne sais pas, je sais pas très bien les langues, je les maîtrise pas du tout. Et puis, à ce niveau-là, il est pas que soldat, parce que bon, c'est quand même un intellectuel, un bachelier, tout ça, donc ils ont une place quand même particulière, hein. Les bacheliers du 19e siècle ne sont pas du tout ceux du 21e, et donc il est affecté à l'état-major.
Et là, il rédige des carnets de guerre, en fin de compte. Et il est un des premiers reporters de guerre, tel que correspondant de guerre, presque. Hein, donc, c'est pas Albert Londres, c'est bien avant, mais on est dans cet esprit-là. Et ces articles, sa correspondance est envoyée à la presse parisienne et ça va être publié dans un journal qui s'appelle Le Constitutionnel. Le premier reportage sur la prise de Bonmarsund, c'est de lui. Et puis, bon, bah, après cet épisode militaire, il quitte la vie militaire après son engagement en 1855, donc 4 ans plus tard. Il revient à Douai. Et là, alors pour quelle raison, je ne sais pas, peut-être qu'il retourne chez Tonton Tata, je ne sais pas. Hein. Mais donc, il revient à Douai et il va se marier en 1856 avec Elvire Cornélie. Et donc, sa femme, Lambert, de son nom de jeune fille, elle est née à Douai également, le même jour que lui, dans l'année civile, le 17 avril, comme lui. Et donc, elle a un an de moins, oui, c'est ça, à peu près un an de moins que lui. Et donc, après, ils vont avoir une fille. Donc, attends, Cornélie Lambert, c'est sa mère, c'est sa femme. Blablabla. Cornélie Lambert, c'est sa femme. Et la fille qui naît en 1856, un an après leur mariage, c'est Elvire. Et son deuxième prénom, c'est Cornélie. Denis. Voilà. Donc, ils ont une fille. Et bon, me suis intéressé à cette fille-là, puis tout compte fait, il semble qu'il n'ait eu qu'une seule fille. Donc, elle va avoir une descendance qui a une certaine importance. Et puis, donc, à ce moment-là, Théophile Denis est journaliste à Douai dans la feuille locale qui s'appelle L'Indépendant de Douai, dans lequel il fait des reportages, des articles de journalistes, mais aussi des notes historiques. Et il va travailler la mémoire de Douai, en particulier, il a travaillé sur Gaillan, l'origine du nom de Gaillan, de sa famille, et puis de toute cette famille de géants de Douai, qui sont parmi les plus importants, en tout cas, même les plus géants des géants. Et comment sa communication sur le géant de Gaillan à Douai, dans l'invention à Picardie, dans les deux numéros, il y a l'ensemble de cette communication qui est transmise. Alors, je ne vais pas épiloguer sur son travail en français, mais il publie donc de la littérature, de la poésie, des recherches historiques, enfin beaucoup de choses. Sa bibliographie en français est facilement accessible sur Internet, hein, donc c'est pas la peine d'épiloguer parce qu'elle est gigantesque. Elle est gigantesque suite à tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, Théophile Denis. Et donc, il travaille à Douai dans l'Indépendant. Et à cette occasion-là, il fait un reportage dont je n'ai pas trouvé de traces, si ce n'est que c'est raconté, dans lequel il rencontre Alexandre Desrousseaux, donc le père du petit Quinquin, qui fait partie aussi donc, de son univers. Alors, moins que Marceline Desbordes-Valmore, il ne recite pas ultérieurement cette rencontre avec Alexandre Desrousseaux. Il n'en fait pas état comme étant un père spirituel, par exemple. Et ça ne se ressent pas forcément dans sa littérature non plus. Euh, Pourquoi? Je n'ai pas d'explication rationnelle, si ce n'est que, je vous ai dit, Théophile Denis, c'est quelqu'un qui a un engagement militaire et religieux. Alexandre de Rousseau, Desrousseaux lui-même, bon, c'est surtout son fils qui est un socialiste par la suite, donc peut-être qu'ils n'ont pas plus d'affinité que ça, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer dans ce domaine-là. Euh, Ensuite, pour l'Indépendant, toujours, eh bien, il va rédiger en 1862 des articles parce qu'il continue à voyager. Il va aller dans les Alpes, à Chamonix, en Suisse, et puis il va faire des retours sur ses impressions montagnardes. Hein. C'est quelque chose de très exotique au cœur du 19e siècle. Et en 1865, il quitte, entre guillemets, définitivement Douai. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas voir sa famille, hein, mais il quitte Douai et il arrive à nouveau à Paris. Et là, il devient rédacteur à la direction de presse du ministère de l'Intérieur. Et donc, il va avoir une vie en proximité avec le monde politique qui sera incessante jusqu'à sa retraite, 1888, je vais retrouver la date tout à l'heure. Et donc là,
il a une vie parisienne, il va approcher la Société des gens de lettres, il va être intégré en 1866, hein, il va être élu plusieurs fois membre du comité de la Société des gens de lettres, donc là on est sur de la littérature en français. En 1870, hein, les années elles passent vite, eh bien il est lieutenant tirailleur, lieutenant d'un régiment de tirailleurs algériens. Et puis, donc c'est la guerre de 70 hein, avec les Prussiens. Il est missionné pour partir à Tours et puis à Bordeaux auprès du gouvernement. Et là, il va être directement attaché au cabinet de Gambetta. Donc on a quand même des grands noms qui commencent à arriver, des noms qu'on apprend dans l'histoire de France. Alors je ne vous dis pas si il est monté en ballon à cette occasion-là, mais il était déjà monté en ballon antérieurement. Parce qu'il en avait fait un reportage quand il était à Douai. Hein, donc probablement avec ballon captif, mais enfin, je veux dire, voilà, c'est quelqu'un qui est dans son époque historique, et puis avec tous ses voyages et puis toutes ses explorations, il est en plein dedans. Et puis en 1871, donc après la Commune, et donc il est affecté à la direction des établissements généraux de bienfaisance. Alors la bienfaisance à cette époque-là, ça s'intéresse, pour ce qui le concerne lui, aux sourds et muets. L'ensemble de son activité, à partir, bon, là, il a à peu près 50 ans, hein, l'ensemble de 40, 45, 50 ans, l'ensemble de son activité va se concentrer sur la communication avec les sourds et muets. Alors, c'est important. Bon, d'une part, son œuvre est importante, tout court, pour les sourds et muets. C'est l'appellation d'époque, hein. Il n'y a pas des malentendants, des malvoyants et tout ça. Je veux dire, voilà, les mots disent ce qu'ils veulent dire. C'est important parce que quand il va écrire en picard, il va pouvoir bénéficier de son expérience et de sa sensibilité autour du langage, de la prononciation du langage, de l'articulation du langage. Parce que lui, il s'intéresse tout particulièrement à la communication des muets, pas par la langue des signes, mais par la voix orale, donc avec l'oralisation, la lecture sur les lèvres, des choses comme ça. Donc, pour ce faire, dans le cadre de sa mission, il va donc sillonner plusieurs pays. Il va aller enquêter en Belgique, en Hollande. Je vous dis de mémoire, hein, parce qu'il y a énormément de choses à nouveau. Et donc, il va rapporter des expériences. De ces expériences, et il va participer en représentation du ministère systématiquement. C'est toujours lui qui est délégué pour le ministre, dans des colloques, dans des entrevues. Et donc, il est toujours présent. Il sillonne toute la France, tous les établissements. Il y en a pratiquement un par département, hein. Je crois qu'il y en a 70 à ce moment-là. Il va se lier avec Ferdinand Berthier, qui est un des défenseurs de la culture des sourds, hein, des tout premiers. C'est un nom que j'avais un petit peu oublié, mais que j'avais croisé dans ma jeunesse, je ne sais plus à quelle occasion. Et puis, donc, il reste donc toujours auprès du ministère de l'Intérieur pour cette mission. Il parvient à ses fins, hein, puisque la langue orale va être l'oralisation pour les muets va être mise en place au niveau national en France, et il va fonder un musée des surmuets qu'il va fonder je crois que c'est au deuxième étage, le musée universel des sourds-muets, qui est mis donc au second étage, c'est ça, de l'Institution nationale de la rue Saint-Jacques à Paris, et ça c'est en 1890. Et donc, ce musée, il va en faire véritablement son œuvre, puisque c'est pas simplement un musée technique, c'est aussi un musée artistique avec les manières d'expression des sourds muets. Donc, ça va être différentes sortes de modes d'expression artistique, et puis tout le côté pédagogique et tout le côté donc un peu plus administratif qu'il a pu mettre en place. Euh, et puis, ben, après ça, il vieillit et il va progressivement perdre la vue. Alors, est-ce que c'est la cataracte ou d'autres problèmes? En tout cas, il perd la vue, il est très affecté de ça. Il l'écrit à certains moments, il continue à écrire quand même assez tard. Et puis, je pense que ça doit être une cataracte très, très prononcée qu'on ne pouvait pas guérir, pas soigner ni opérer à cette époque-là, bien sûr. Et donc, la mission qu'il avait auprès du musée des sourds-muets va être transmise à
un successeur et lui va rester président d'honneur. Et puis ensuite, ben, il va se détacher un peu de la vie parisienne, puisque c'est à ce moment-là qu'il fait bâtir une villa à Cailleux-sur-Mer, à la sortie de Cailleux-sur-Mer. J'ai pas retrouvé d'image. Puis là, la météo, elle me permettait pas d'aller à Cailleux. Il y a du brouillard tout le temps, on voit rien. Mais donc, sinon, je serais bien allé sillonner les rues de Cailleux, entre Cailleux et Brighton, pour retrouver la villa. Parce que cette villa, elle doit encore exister et elle s'appelle la villa. Alors, si vous allez à Cailleux, vous chercherez les Denis. Hein, les Denis pour des oiseaux. Donc, il y a un jeu de mots avec les Denis. Voilà. Donc, et donc, les Denis sont allés s'installer à Cailleux-sur-Mer. Et bah, étant à Cailleux, il va être un petit peu moins parisien, puis de moins en moins. Et donc, son musée va tomber en désuétude autour de 1910, après son décès. Euh, Entre-temps, Théophile Denis, sa femme, ont habité à Levallois-Perret. J'ai l'air d'insister sur des choses complètement anecdotiques. Vous allez voir que tout ça, ça a un certain... euh, c'est un argumentaire qui est assez intéressant. Ils ont habité à Levallois-Perret, et puis donc ils ont des relations avec la région parisienne, puis après ça va s'estomper. C'est quand il est à Cailleux-sur-Mer qu'il va commencer à écrire en picard. Euh, il a peut-être écrit avant, mais on n'a pas de traces, il n'y a pas d'édition. Il y a éventuellement des participations qui sont notées à certains concours, des Rosati Picard. Il y a des notions d'écriture en prose aussi qui apparaissent, mais je n'ai strictement rien retrouvé. Puis je vous promets que j'en ai retourné quand même pas mal de la paperasse. Et puis des documents, et puis aussi en cherchant sur Internet. Bon, il y a des domaines où Internet est vraiment pas très fort pour documenter les choses. Et puis, donc, par contre, ces poèmes qui sont connus, les petits tableaux en patois, sont écrits à Cailleux-sur-Mer. Mais ils ne sont pas écrits en picard de Cailleux-sur-Mer, de picard du Vimeux ou bien du Marcanterre ou de la côte Picard. Non, ils sont écrits en picard du Douaisis, de Flers en Escrébieux. Et là, c'est quelque chose qui est assez typique parce qu'à la même époque, il écrit aussi des poèmes qui s'intéressent aux activités de la côte Picarde et puis immédiatement de Cailleux. Et ces poèmes-là sont écrits systématiquement en français. Donc quand il parle du pays où il habite, c'est en français, mais quand il parle du pays de son enfance, c'est dans le Picard de son enfance. C'est tout à fait intéressant. Il y a vraiment, les choses sont vraiment scindées, c'est très très net à ce niveau-là. Et donc, il écrit également des sonnets. Donc, je vous en passerai un de ces deux. On ne va pas tout lire, c'est pas possible. Je vais vous passer beaucoup de documents. Euh, il dit dans une réponse écrite à une question sur le picard, sur le patois picard. Le patois a été ma première langue. Fils de paysan de la Flandre française, j'ai vécu mon enfance et une partie de ma jeunesse dans un village où l'on parle un des nombreux sous-dialectes du wallon, ce frère du picard, du roman pur, du bourguignon, etc., tous idiomes issus de la même langue d'oïl. Donc, vous voyez, donc, on est la perception, le wallon à ce moment-là, même le rouchi, enfin les mots, les enquêtes linguistiques n'ont pas encore commencé, elles vont commencer sérieusement à la fin du 19e siècle. Donc il y a du vocabulaire qui a changé, les sens des mots a changé, mais ça, le fond reste là, hein, ça ne change rien du tout à la qualité de ce qu'il peut dire. Donc voilà, donc il parle bien de sa première langue, fils de paysan, dans un village de la Flandre française. Et puis, en, comment, son choix de Cailleux-sur-Mer, en y réfléchissant simplement, je vous en avais parlé un petit peu avec Léon Goudalier qui était embauché par un architecte amiénois qui faisait construire, qui faisait les plans pour la construction de résidences sur le long de la côte, que ce soit la côte d'Opale, la côte Picarde, que ce soit Honfleur ou bien la côte d'Azur. C'est à cette époque-là que commencent à se développer certaines villas bourgeoises et que on est donc dans une belle époque où on a des constructions et la vie de Théophile Denis est une vie aisée, hein, c'est une vie bourgeoise aisée. Et donc, il peut se permettre de construire une villa.
ben, sur la côte, et il va sur la côte parce qu'elle est réputée pour avoir une bonne santé. Et il écrit dans une note manuscrite qui vient là parce que ça améliore sa vue, parce que comment, la vue, sa vue est altérée par l'urbanisme quand il est en région parisienne. Euh, il va à Cailleux peut-être pour une deuxième raison, parce que bon, construire une maison, une villa en bord de mer, pourquoi pas, mais pourquoi à Cailleux? Eh bien, les Rosati Picard, qui est une société, puisqu'on n'est pas encore en association, on est avant 1901, c'est une société qui donc a pignon sur rue à Amiens, qui organise un concours annuel avec les autres Rosati, d'Artois, etc. Mais lui, c'est près des Rosati d'Amiens qu'il est. Eh bien, les travaux des Rosati sont imprimés à Cailleux-sur-Mer. Parce qu'un euh, des imprimeurs de Cailleux-sur-Mer a une vie intellectuelle auprès des Rosati. Alors c'est moi qui suppose ça, c'est qu'il y a ce lien qui se fait et puis bah, on se rencontre et puis on va manger chez un ami un jour et puis bah, on aime l'endroit où on est. Voilà, où on passe son week-end et puis bah, voilà, il y a l'opportunité de quelque chose. Donc la, l'imprimeur, je vais vous en dire un mot tout de suite d'ailleurs, puisque donc c'est Paul Maison qui va. Alors lui, il n'écrit pas en picard, mais il publie plusieurs revues, dont les bulletins des Rosati. Donc l'imprimerie s'appelle la Maison, hein, c'est toujours le nom de famille Maison, hein, à l'enchère, Cailleux, etc. Donc Maison Mabille, l'imprimerie Maison Mabille. Et puis Paul Maison donc, imprime également une revue qui s'appelle La Picardie littéraire, historique et traditionniste. Hein, on en trouve quelques numéros sur Gallica, si vous voulez vous amuser. C'est très, très intéressant, hein, c'est très historique, beaucoup de choses. J'ai trouvé beaucoup d'éléments dedans. Et puis donc, ben, Paul Maison va probablement céder son imprimerie à un autre imprimeur, Pierre Olivier, avec deux L à Olivier. Pierre Olivier, qui est un Breton, qui est marié avec une Bretonne aussi. Lui, il est de Rennes et sa femme est de Dinan. Ils se sont mariés à Dinan. Vous aurez les détails. Et ils viennent s'installer après être passés dans la région parisienne à Argenteuil, où il a appris à être photographe. C'est pas trop dur à retenir, hein, photographe Argenteuil, voilà, les plaques d'argent, voilà. Et donc, ils viennent s'installer, pour une raison que j'ignore complètement, à Cailleux-sur-Mer. Et c'est lui, Pierre Olivier, qui va éditer les cartes postales dont je vous parlais tout à l'heure. On va faire des boucles comme ça. Et donc, ces cartes postales sont signées P. Olivier, avec deux L à Olivier. Alors, il y a des variations dans les états civils. Des fois, on voit qu'un seul L, des fois deux L. Sa femme, des fois, elle a 10 ans de moins ou 10 ans de plus. Enfin, bon, il y a des choses qui, selon qu'on regarde un recensement ou un état civil, c'est un petit peu bizarre. J'ai comme l'impression que quand ils sont arrivés à Cailleux-sur-Mer, il a rajeuni sa femme de 10 ans. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est leurs histoires. Puis ils sont plus là pour témoigner. Donc voilà. Donc il y a Paul Maison, qui a donc Maison Mabille. Puis ensuite, il va y avoir Olivier, Pierre Olivier. Et donc voilà, ses éditeurs. Et Pierre Olivier, c'est lui qui édite donc des cartes postales dans lesquelles il y a des textes en picard de Douai, de Théophile Denis, mais qui ne sont pas signés Théophile Denis. Donc c'est ce que j'ai pu identifier là l'automne dernier. Et donc c'est bon, ça c'est assez amusant parce que on va regarder, bon, on va même le regarder tout de suite. Allez, je continuerai la biographie après. On va regarder tout de suite la carte postale, puisque je vous en parle. Alors, je vais la mettre en plus grand, je vais mettre de l'autre côté. Hop, et puis partager. Donc vous allez voir les cartes postales. Il existe, à ma connaissance, quatre cartes postales avec des meuniers de la région de Cailleux-sur-Mer, de la Molière, etc. Donc je vous mets les cartes en grand comme ça. Voilà. Vous voyez à peu près là.
Et donc, bon, il y a ces deux cartes. Donc là, en fait, alors c'est les photographes font poser des personnages, ils doivent leur donner une pièce, hein, ou un billet. Et puis, si on regarde bien les deux cartes postales, hein, celle du haut, celle du bas, c'est strictement le même chapeau, le même habit, la même houppelande, hein, tout est pareil. Le chien, c'est le même, hein, enfin voilà. Et puis, il y a des moutons derrière. Mais voilà, bon, on fait poser des gens. C'est pour pas mettre un épouvantail directement, quoi. Je veux dire, mais ça, c'est d'autres Poitevin qui faisaient beaucoup de photos sur Cailleux, tout ça, faisaient strictement la même chose. Ils mettaient un habit de marin-pêcheur sur quelqu'un, ils lui donnaient la pièce, puis on avait un type crottélois de pêcheur authentifié. Bon, c'est l'époque, hein, c'est l'époque, c'est pas grave du tout. Il suffit, c'est même amusant en fin de compte. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il y a toujours des figurants, hein. Donc, dans ces cartes, dans ces deux cartes, bah, on a un petit, alors c'est pas des 4A, hein, il y a quand même 6-8 vers, dans la deuxième il y en a même le double, et donc on a du vocabulaire. Et quand j'avais pour la première fois rapproché ces deux cartes, il y avait un berger qui s'appelle Isidore, et puis l'autre, comme il change de visage, il s'appelle Bacchanal. Et en fait, il se trouve que ben, le berger d'origine de Flair en Escrébieux, là, vous avez maintenant sur l'écran, eh bien lui, c'est Isidore. Et ben, comme il a fallu arranger les choses pour la deuxième carte postale, ben, on a dit qu'il s'appelait Bacchanal. J'ai recherché dans les noms de métiers uniquement de Cailleuse-sur-Mer s'il y avait un berger qui s'appelait Bacchanal. Il y a énormément de bergers à Cailleux, mais il n'y en a pas un seul qui s'appelle à cette époque-là Bacchanal. Ceci dit, il habitait peut-être à la Molière ou à Wétéur, qui est juste à côté, j'en sais rien. Bon. Et puis bacchanal en picard, ça a aussi le sens que ça peut avoir en français de faire une fête, la bamboche et tout ça. Et les bergers, quand ils ont arrêté de garder les brebis, eh bien, ils ont besoin de se réchauffer. Surtout que dans les bassures là, de Cailleux-sur-Mer, les lavoirs sont des lavoirs, généralement c'est vers le Hourdel, si vous connaissez un peu la côte Picard, où il y avait, moins maintenant, mais avant que ce soit ensablé, mais donc il y avait un lavoir à moutons où on allait laver les moutons dans l'eau salée avant de les tondre. Et donc là, après, bah, faut se réchauffer, quoi. Bon, ça, c'est une supposition de plus sur Bacchanal. Donc, on a le texte d'origine. Dans une des deux cartes, quand il s'agit d'Isidore, c'est à peine changé. Mais quand il s'agit de Bacchanal, eh bien, voilà, et que chez Isidore tout craché qu'on a ici, bah, de l'autre côté, donc c'est Bacchanal, voilà. Donc vous aurez ça, vous pourrez étudier. Je vois que Christiane, elle se penche pour essayer de lire, je vais grossir un petit peu, voilà. Et donc, je vais prendre juste ces 6 vers-là. Un avant de ces berbi au mi-temps d'Eschquemin, Savinchan à Ptiopa, à Vesnoulet à moins, vos arrodes dich l'évêque Alain d'après l'usage, donnez le confirmation à les enfants de nos villages. Les yeux perdus au long, comme si l'ijo dans le ciel, et nerwetio que c'est chien pour chiffler un rappel. Donc on a un langage qui coule tout seul, franchement qui coule tout seul. Les conjugaisons, le verbe erwetio, c'est pas du Picard de Cailleux, hein, nous chez RBI par ici, hein. Donc erwetio, la conjugaison, les tiens avec un H. Pierre Ivard insiste sur cette notation-là. C'est pas une notation par hasard, c'est pas un quien. Hein, voilà, c'est pas le Picard, la langue d'aujourd'hui du Nord, la description, c'est un tien. Donc il y a une forme d'affrication qui est là. Et puis on a village, hein, usage, donc là vraiment les noms, les formes qui sont propres au Nord Pas-de-Calais d'une manière générale, hein. Là au-dessus, ici, on a Capio qui rime avec Pio, donc on pourrait avoir la même chose à Cailleux pour le coup, là, parce que c'est une petite comment, exception à Cailleux, c'est pas Pieux et Capieux. Euh, et puis, nos bergers d'aujourd'hui, chez un autre Isidore, un veillant le nez à l'air, chez bien lit que j'arve corps. Chez Isidore tout craché, comme lit, aime sur un sait pas. Il marche avec ses yeux plutôt à un haut qu'un bas. Qui vient chakir dès le grêle, qui vient chakir dès le neige, qui va, qui tonne, jamais un berger ne se dépêche. Tout dit sympa de crapaud, et ça même s'escouer, il continue 5 mains avec esneret de busier. Et là, il y a tout, à mon sens, une grande part de la qualité de littérateur de Théophile Denis qui arrive dans
Qui vient Chakir del grêle, qui vient Chakir del neige, qui va, qui tonne, jamais un berger ne se dépêche. Il a cette faculté, il a travaillé la langue depuis probablement une quarantaine d'années quand il écrit ça, peut-être même davantage. Et il a une manière de faire entrer le sujet poétique avec un mot, parfois. Il y a une introduction, même dans ses textes en français, hein, il y a un verbe à l'infinitif, point. Ça commence comme ça. Par exemple, ça serait pleuvoir. Puis après, le verbe va continuer. Ici, là, ce sont des formes de répétition qui viennent donner donc de l'ampleur à son propos. Et donc, il continue cinq mains avec snare et busier. Busier, c'est réfléchir, c'est penser, hein. À quoi qui peut busier? Ben déjà, trouve que l'homme est à moitié sorcier pour elle moins astronome. Michecro et sans vouloir démépriger le métier, qui busille comme gramin, qui vaut mieux être entier. Donc il vaut mieux être entier que berger à la pluie, au vent, au grêle, etc., à la neige. Voilà. Donc on a ces rythmes qui arrivent dans la poésie de Théophile Denis. On va aussi avoir des traits d'humour hein, qui seront là dans certains autres textes. Alors, je vous ai donné les principaux éléments de sa biographie, de son parcours. Euh, alors, mon bazar, il se sauve, c'est souvent comme ça. C'est toujours un petit peu folklorique hein, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Ça reste quand même d'un amateurisme bien approfondi. Je revendique, je revendique. Euh, donc Théophile Denis, donc dans sa vie, il a eu beaucoup de reconnaissances, il a eu de nombreuses distinctions, une grande médaille d'honneur de l'assistance publique en raison de son travail en faveur des sourds et muets, une médaille de société d'encouragement au bien pour la même raison, médaille d'or à l'exposition universelle de 1878 pour les mêmes raisons aussi, hein. Donc là, il représentait le ministère à ce moment-là. Et il est lauréat, c'est lui-même qui dit, de diverses académies, il ne compte pas, et 10 fois lauréat des Rosati, dont 2 roses d'argent, et de surcroît, il a eu la Légion d'honneur. Euh, dans ses poèmes en français, je vous en passerai deux que j'ai retrouvés avec des illustrations. Il y a un poème sur un sonnet, hein, ce sont des sonnets en français, sur l'amiral Courbet, qui est un héros de la colonisation du Tonkin à ce moment-là et de l'Indochine. Vous allez voir, je ne vous dis pas ça par hasard non plus. Euh, et puis donc Courbet, c'est donc le nom du bateau de sauvetage de Cailleux-sur-Mer. Maintenant, c'est le Benoît Champy, pour ceux qui connaissent la commune. Donc, à l'époque, Courbet, c'est le premier nom du canot de sauvetage. C'est des bateaux à rame, hein, et c'est quelque chose c'est même plus sportif, là. C'est quelque chose, vraiment, un engagement physique très important. Un texte aussi sur l'église abandonnée, qui est l'église de Cailleux-sur-Mer, qui est dans le cimetière, là où il est enterré. Il y a une église abandonnée dans le cimetière de Cailleux-sur-Mer avec quelques arcs gothiques qui restent encore. Un texte s'appelle Chez les humbles. Un autre que je vais vous passer, c'est le serrurier du Vimeux. Cailleux est également un pays de serrurerie, quasiment jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis sur les verrotières, avec un seul R à verre, verrotière, hein, c'est pas celle qui s'occupe des verreries, mais qui s'occupe des verres de sable, des arénicoles, pour donc ramasser les verres avec un loucher à long manche de manière à pouvoir après avoir des appâts pour la pêche pour leur mari. Bon. Euh, à ces informations de sa biographie, euh, tout ça, ça ne nous rend pas Théophile Denis plus célèbre qu'il y a une demi-heure. Euh, je me suis dit, mais il y a quelque chose à creuser parce que en lisant différents documents, et en particulier, alors c'est le bulletin numéro 19 de la Société d'archéologie de Saint-Valery-sur-Somme, dedans il y a un article d'Henri Hahnemann que j'ai rencontré quelques fois, qui était un Parisien d'origine, qui était venu s'installer à Cailleux, qui a fait partie du conseil municipal, tout ça, qui est un écrivain, qui a été un fédérateur aussi dans l'écriture en français. Il comprenait rien au picard. Il n'était pas hostile, mais il ne comprenait rien. Et donc, c'est toujours bon signe quand un Parisien ne comprend pas le Picard. Ça veut dire que le Picard est quand même différent du français, hein. Et donc, Henri Hahnemann fait un article sur Théophile Denis. Et dedans, il écrit à la fin, j'ai une dette de reconnaissance envers Jehan, alors c'est Géant, c'est écrit comme ça, je trouvais, Géant Pinard, P-I-N-A-R-T, officier de gendarmerie et descendant de Théophile Denis, il possède toujours la maison de famille et m'a communiqué des documents précieux.
Et donc ça, c'est il y a une trentaine d'années, petite, ouais, 35 ans. Donc, là, il y a un descendant de Théophile Denis euh, qui a habité Cailleux. La maison, elle appartient toujours à la famille. Alors donc, il n'est pas si inconnu que ça, et surtout pas si oublié que ça. Eh bien, il se trouve que, je vais vous faire maintenant dans l'ordre chronologique, que non seulement ce Jean Pinard a, a légué beaucoup d'informations sur son arrière-grand-père, puisqu'il se trouvait être son petit-fils, mais que le nom de Denis n'est pas oublié non plus. Vous allez voir, c'est un peu scabreux mon affaire, mais c'est une réalité tangible. Théophile Denis, donc ses parents, hein, Augustin et Adélaïde, donc, qui sont décédés brutalement. Lui se marie avec Cornélie Lambert. Ils ont une fille, Elvire Denis. Le nom de Denis vient de là. Il existe encore aujourd'hui. Et puis cette Elvire Denis, elle va se marier avec Constant Pinard, avec un T à la fin. Et lui est de Levallois-Perret. Donc elle a rencontré, je vous ai dit, hein, ses parents sont partis à Levallois-Perret. Donc elle a rencontré Constant Pinard, qui est un lieutenant-colonel. Tous ces gens dont je vais vous parler en termes masculins sont des gens qui sont de près ou de loin dans l'armée, plutôt de près que de loin d'ailleurs. Euh, ils vont demeurer ensemble, le couple, Elvire Denis, donc avec son mari, Constant Pinard, à Levallois-Perret. Mais quand elle va décéder, la succession est gérée par le notaire de Saint-Valery-sur-Somme. Donc le notaire de Saint-Valery-sur-Somme, c'est celui qui travaille pour Cailleux-sur-Mer hein, également. C'est à côté, hein, enfin c'est à côté, c'est à 15 km. Donc ce couple, les enfants, viennent à Cailleux-sur-Mer. C'est leur notaire, hein. Leur notaire n'est pas à Levallois-Perret. Ils ont une descendance, ils ont trois enfants. Ils vont avoir une fille, Marie-Elvire, qui va, elle, décéder. Bon, elle est célibataire sans profession. Elle va décéder le 4 mai 1940 à Cailleux-sur-Mer et la succession est gérée à Saint-Valery-sur-Somme. Ils ont un fils, Augustin Théophile, qui est médecin, qui est docteur en médecine, qui lui va exercer à Levallois-Perret, mais sa succession est gérée à Saint-Valery-sur-Somme, hein. Et puis ensuite, il va y avoir Pierre-Henri Pinard, donc le fils entre guillemets survivant, qui va décéder en 1973 au Rincy, qui est aussi lieutenant-colonel et qui aura également la Légion d'honneur et qui a un premier mariage. Sa femme va décéder assez rapidement, en fin de compte, et puis il va se remarier au Rincy, et sa succession sera également gérée à Saint-Valery-sur-Somme. Donc déjà, les petits-enfants de Théophile Denis, leur succession, c'est à Saint-Valery-sur-Somme, donc tout le monde a des attaches à, à Cailleux-sur-Mer. Et c'est important parce que si les informations nous sont parvenues, c'est qu'il n'y a pas eu de déménagement, il n'y a pas eu de perte d'archives, il n'y a pas eu en mai 40, ça n'a pas brûlé, hein, voilà, on n'est pas dans les grandes villes d'Abbeville, d'Amiens, etc. Euh, c'est donc Pierre-Henri Pinard, dans son deuxième mariage, il va avoir un fils. C'est ce Jean Pinard, géant, J-E-H-A-N, accent aigu, Jean-Henri Pinard, qui naît en 1919, qui ne connaît donc pas son arrière-grand-père. Hein, il naît une dizaine d'années plus tard. Lui, il a une vie militaire importante. Il va se marier à Saïgon en Cochinchine, c'est comme ça que c'est marqué dans l'acte de mariage, avec Madeleine Staëlé, et ils vont avoir ensuite des enfants. Et ces gens-là alors elle est originaire de Mont-de-Marsan, lui et elle vont s'installer à côté de Dieulefit, et donc en fait, ce que j'ai regardé, ce sont des villes de militaires. Hein. Donc elle aussi, c'est une fille de militaire. S'ils se sont mariés à Saïgon, qu'elle est née à Mont-de-Marsan, c'est pas par hasard, elle a dû suivre son père là-bas. Euh, Ce Jean Pinard, quand même là, c'est quand même assez exceptionnel. Il a été commandant de la sécurité de la présidence de la République française de janvier 71 à juillet 76, donc du temps de Pompidou et de Giscard d'Estaing. Donc, et il habite rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, au palais de l'Élysée. Hein. Donc l'arrière-petit-fils de Théophile Denis, voilà, c'est quelqu'un qui a quand même fréquenté les grands de la République, lui aussi, comme son arrière-grand-père.
Je pense que, de toute évidence, c'est quelqu'un qui est à quelqu'un de devoir. Et s'il a des archives de son arrière-grand-père qui a fondé un musée des sourds et muets, il ne va pas mettre ça à la poubelle. Il va vouloir le transmettre. Et donc, il va transmettre à Louan Cuiseau, louant en particulier ces archives-là, et ça va permettre d'alimenter un nouveau musée des sourds et muets qui existe donc en Bresse, à Louan-Cuiseaux. Donc c'est lui qui transmet ça. Mais il va également transmettre un certain nombre d'informations à la revue, donc là, à Tout Simons, et donc en 2008, hein, il y a une vingtaine d'années. Donc là, voilà, il y a un numéro, c'est toujours flou, j'ai essayé de régler, j'y arrive pas. Euh, il y a un numéro spécial sur Théophile Denis. Et quand Fernand Vincent organise ça, dedans, il remercie Jean Pinard de toutes les informations qui lui ont permis de donner des textes, de donner enfin, des éléments biographiques sur Théophile Denis. Donc, c'est ce Jean Pinard qui maintient, transmet l'ensemble des informations dans les domaines d'activité politiques, sociaux et littéraires de son arrière-grand-père, qu'il n'a pas connu. Vous aurez des photos de ces gens-là, c'est assez, c'est assez amusant. Enfin, c'est amusant. C'est amusant pour moi, en tout cas, c'est d'avoir pu reconstruire tout ça. Euh, Monsieur Pinard, là, donc, ils sont trois frères. Enfin, ils sont trois enfants, plus exactement. Il y a Jean Pinard, donc l'aîné. Il va y avoir René Pinard qui décède très jeune, leur sœur. Et puis, il y a Pierre-Louis Pinard. Et ce dernier Pierre-Louis Pinard, continue à habiter à Levallois-Perret. Il va avoir des garçons, et ces garçons vont créer une SCI, une société civile immobilière, qui s'appelle Pinard Denis. Donc le nom de Denis n'est pas perdu. Si vous allez sur Internet et que vous cherchez la SCI Pinard Denis, eh bien, il y a aujourd'hui encore des gens qui n'ont pas connu leur arrière-arrière-grand-mère, Denis, grand-père de Denis Théophile, et puis arrière-grand-mère Elvire. Mais donc, il y a le nom de Denis est toujours, bien qu'il n'y ait pas de descendant mâle, entre guillemets, hein, il y a toujours ce nom qui est présent. Donc, d'une part, on a le côté littéraire qui est lié au Pinard, avec un T, mais dans certains registres, alors c'est quand même formidable de regarder des recensements. À Levallois-Perret, il y a des recensements où il y a les gens que je viens de citer, là, les garçons que je viens de citer, sont nés à Levallois-Perret. Il y en a un qui est né avec Pinard avec un T, et dans l'autre, dans le recensement, Pinard avec un D, hein. Je veux dire, c'est fantastique ce qu'on peut trouver bon. Mais bon, c'est pas bien grave, ce sont bien les mêmes, hein, les dates correspondent, les lieux correspondent. Et donc, on a donc le nom de Denis qui existe toujours. Et donc, la SCI, elle est sise 6 Villa Chaptal à Levallois-Perret. Alors, Villa Chaptal, c'est un ensemble de bâtiments très, très bourgeois. On peut trouver ça assez facilement sur Internet. Voilà. Et c'est les enfants Pinard, donc là je vais laisser les Denis de côté, les enfants Pinard ont donc participé à une exposition qui a rendu hommage aux fondateurs au pluriel du musée des sourds et muets, parmi lesquels Théophile Denis n'est pas le dernier, il est le deuxième, hein, voilà, et donc ils sont présents. Donc on voit Marie-Françoise Richon, qui est une descendante Pinard, et puis et son frère Philippe Pinard, donc qui sont en photo. Vous aurez cette photo, je vais vous la montrer très brièvement, mais c'est comment c'est amusant alors hop, ne vous inquiétez pas, on va partager ça, puis ça j'amène ça, hop. Voilà, voilà. Donc vous avez là les arrière petits-enfants de Théophile Denis. Et donc si vous avez sur la photo ici, donc Madame Richon, Monsieur Pinard, la présidente du musée de Louan, et puis ici, sous le fondateur là, à Louan, vous avez ici le portrait de Théophile Denis. Et ici, vous avez en photo Jean Pinard qui est là en photo, donc leur arrière-grand-père et puis leur arrière-arrière-grand-père qui sont ici côte à côte. Bon, tout ça est assez anecdotique, mais c'est pour dire que grâce à toute cette généalogie, à tout cet esprit familial, et avec
comment cette maison, cette villa des Denis à Cailleux-sur-Mer, eh bien, un certain nombre d'archives nous sont parvenues, des éléments de biographie et de bibliographie nous sont parvenus également. Donc, pour compléter ce que je viens de vous dire, c'est même plus en introduction, maintenant en première partie, donc dans La forêt invisible, il y a une notice sur de Théophile Denis. Dans L'invention de la Picardie, il y a une étude par Pierre Rivard. Il y a également, j'en ai pas encore parlé, Christian Dequesne, qui est un Douaisien, qui a fait également, publié sous la houlette de Pierre Rivard, une étude biographique sur Théophile Denis. C'est bien fait. Au départ, je m'étais basé là-dessus, mais enfin, avec tout ce que j'ai accumulé, en fin de compte, il n'y a pas d'informations bien différentes. Il y a ce numéro de Tout 10, donc le numéro 24. Si certains sont intéressés, je vais vous demander à Yves Ledin s'il peut en disposer, c'est pas à exclure. Et puis dans la société d'historique de Saint-Valery, qui a périmètre sur l'ancien canton de Saint-Valery, donc il y a ces informations d'Henri Hedman. A contrario, dans les publications de Cailleux-sur-Mer, j'ai pu consulter les chroniques d'antan, la vie maritime, enfin voilà, c'est des choses qui ont une quarantaine d'années, ou un livre avec des cartes postales. Je dis, mais il y a peut-être une photo quand même qui existe de la villa. Non, je n'ai pas trouvé. Et il y a également eu à Cailleux-sur-Mer un livre qui a été fait avec des textes en picard de Gaston Bon, enfin d'auteurs nés et ayant vécu ou ayant parlé de Cailleux-sur-Mer, et bien dedans, Théophile Denis n'est pas présent. Donc je veux dire, son Picard, il est vraiment douaisien. Sa vie, elle est à Cailleux, mais voilà, il n'est pas complètement oublié, mais il n'est pas non plus très connu à Douai ou dans la région. Il n'y a pas de rue Théophile Denis, ce qui serait quand même peut-être pas une si mauvaise idée quelque part, ne serait-ce que pour son travail pour les sourds et muets. Et pour en arriver donc à sa littérature en Picard, donc il y a six fascicules comme ça qui représentent un peu plus de 80 poèmes. Donc là, moi, j'en ai quatre là. Les autres, je les ai consultés à la bibliothèque d'Amiens. Ils ont la collection complète. Et après, à propos de cette collection d'Amiens, euh, pas une critique, parce que je pense que j'aurais pas été plus malin que Pierre Rivard il y a 40 ans. Donc, Pierre Rivard donne comme information que la collection de la bibliothèque d'Amiens a été transmise par Théophile Denis à Édouard David. Eh bien, c'est pas Édouard David. C'est à un autre personnage, amiénois également, qui se nomme également David, mais c'est David Riquier, donc qui a pris le nom de sa mère pour signer ses œuvres d'artiste. David Riquier, parce que c'est mentionné hein, dans un des bouquins. David Riquier, c'est un artiste qui a fait des affiches, qui a fait des dessins, qui a fait des peintures, à la charnière du fin 19e puis au début du 20e, pour les Rosati Picard. Il a même été membre du comité et président du comité. Et il a une correspondance avec Théophile Denis. Et donc, et il a également illustré des livres d'Édouard David. Voilà. Et donc, voilà, donc ce sont des amis noix. Tout le monde s'appelle David, mais sont ni frère ni sœur. Voilà, c'est leur nom de famille. Tout ça n'est pas bien grave, mais c'est simplement pour voir que l'univers est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait croire. Alors, je vous montre donc la table des travaux, donc des petits tableaux. Hop, voilà. Donc voilà, vous voyez l'écran là. Donc je vous ai mis ici les petits tableaux rustiques en patois. Donc dans un des numéros, bah, dans le sixième, il y a la Jean-Luc, table est-ce que tu es complète. sûr que tu partages le bon écran? Qu'est-ce qu'on devrait Je ne voir? sais pas, je ne sais pas ce que je partage. C'est ta raison de m'interrompre. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on fait, tu sais. Non, je partage absolument le mauvais. Voilà, voilà, ça sera meilleur comme ça. Donc je vous ai mis la table, ça permet comme ça de voir certains textes. Je n'ai pas insisté sur le texte qui s'appelle Schlorage, qu'on retrouve à ce niveau-là, Prix d'orage, qui est un texte qui est bien commenté par Pierre Rivard dans L'invention de la Picardie. Et puis, je vous ai mis également donc ça, c'est un revers de couverture, c'est un dos de couverture de La Picardie, la revue traditionniste dont je parlais tout à l'heure. Et donc, dedans,
il est distingué la collection de la Picardie et la collection des Rosati. Et donc, dans les Rosati, ben, il y a tous les petits fascicules, je ne sais pas si vous les connaissez, sont des petits fascicules à demi-format, avec des communications, des conférences qui sont données le plus souvent à Amiens. Mais ici, dans la collection de la Picardie, il y a donc il y a d'autres travaux de personnages comme Alsus le Dieu, par exemple, mais il y a aussi donc les publications de Théophile Denis hein, qui apparaissent ici du temps de Paul Maison. Et c'est intéressant parce que c'est mentionné alors que Théophile Denis n'a jamais vendu ses fascicules. Il les donnait. Il les donnait. Et c'est intéressant. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui a les moyens. Il les diffuse. Ça ne doit pas être des très gros tirages. Hein, on n'en a pas de justificatif. Mais il les donnait. Et je pense qu'à Olivier, l'imprimeur, éditeur de cartes postales, à Pierre Olivier, il a dû également donner ses poèmes et les modifier. Parce que ces poèmes sont, quand ils sont réimprimés, ils sont souvent revus. Je dois dire que si je faisais la même chose avec mes textes, je dois aussi les revoir à chaque édition qui peut être ici ou là. Donc ça me semble tout à fait légitime. Et donc, c'est quelqu'un qui était. Il donnait ses textes parce qu'en fin de compte, il y a deux raisons. Je pense qu'il était généreux. Bon, ça, c'est une chose. Voilà. Et puis qu'il avait les moyens de le faire. Mais d'un autre part, c'est pas le Picard d'ici. Et donc, il cherche toujours à avoir l'assentiment, la justification de la légitimité de son Picard. Et il s'adresse à Ernest Errand, au nord d'Amiens, il s'adresse à Alsus le Dieu, il s'adresse à des gens qui sont autour des Rosati. Vous aurez des documents dont les commentaires, je vous incite à les lire, les commentaires d'Alsus le Dieu sur à la fois la première livraison des poèmes de Théophile Denis, dans lequel il dit oui, c'est bien, mais bon, tout est bien, hein, tout est bien. Puis à la fin, bon, sur la manière d'écrire le Picard, on pourrait faire autrement. Qui, c'est pas un pronom relatif, c'est Q apostrophe I, parce que c'est quel, voilà. Donc c'est vrai ce qu'il dit sur un point de vue grammatical, mais il n'est pas très, entre guillemets, très tendre ou très conciliant avec l'écriture de Théophile Denis. Et puis plus tard, donc quand le sixième fascicule paraît, à ce moment-là, bah, c'est bien. Donc, je veux dire, ils ont appris à se connaître. Ça, manifestement, appris à s'apprécier et à apprécier la qualité de la langue de Denis, dans la mesure où, je le redis, je suis bien persuadé que son écriture correspond véritablement à ce qu'il a dans l'oreille et ce qu'il prononce. Ça a été quand même 25 ou 30 ans de sa vie, la prononciation, l'articulation. Donc, Alsuth le Dieu doit se conformer à cet avis-là. Donc vous aurez deux pages avec ces deux documents. Et puis vous aurez également en deux pages la réponse de Théophile Denis à l'enquête dont je vous ai lu tout à l'heure un extrait, à l'enquête de la Picardie. Pourquoi le patois picard? Réponse à la question, pourquoi patoisez-vous? Et c'est dedans qu'il mentionne en particulier Marceline Desbordes-Valmore. Donc, vous voyez, il y a tout cet univers. J'ajoute à ça que dans ses différents propos, Théophile Denis fait allusion à des dictionnaires de Picard. Trois en particulier. Celui le plus proche de Douai, c'est celui de Écart, qui est donc dans le Rouchy, hein, qui est dans le Hainaut, tout proche, hein, mais géographiquement, c'est pas loin. Et son Picard, en termes de vocabulaire, est proche de Écart. Il y a les deux autres qui sont lillois, c'est Louis Vermès et puis Dolcel, qu'il mentionne. Euh, Par contre, pour moi, lire ces textes, que sur quelques mots, il fournit un tout petit lexique, quelques explications étymologiques de mots dans un des fascicules, Théophile Denis, mais il ne fait pas œuvre de grammairien, hein, il donne des explications comme ça. Et pour moi, pour certains mots difficiles, j'ai retrouvé des mots toujours dans le Nord-Pas-de-Calais actuel, mais très éloignés, parfois du côté de Terouanne, dans certains lexiques, donc très éloignés géographiquement de Douai, mais jamais dans la Somme a fortiori dans l'ouest de la Somme, et moins encore dans l'Amiénois, parce qu'on pourrait se dire que sa fréquentation des intellectuels amiénois, des Rosati, aurait pu l'influencer. Ça ne semble pas du tout être le cas.
Alors, on va regarder, hein. Bien sûr, on n'a pas d'enregistrement, hein, c'est une évidence. Je vais vous lire à ma manière, hein, avec beaucoup de lacunes, les textes quelques textes que j'ai. Vous inquiétez pas, ça va grossir, hein. Voilà, ça doit aller là, comme ça. Euh, donc, euh, nos curés. C'est juste, vous voyez, là, c'est comme ça. Je vous ai mis le vocabulaire en face euh, qui ressort de l'ordinaire. Nos curés. J'ai finquer nos curés car c'est un si brave homme. Il met tout le monde à snaise. Il n'a point le ton rogome. Râleur, hein. Tout vieux qu'il est, Alvos dévérané tout dit. Dévérané, se déhancher. J'ai laissé les graphies de Théophile Denis, hein. J'ai pas voulu les ressaisir pour qu'on ait bien sa manière de dire, de fixer les mots. Euh, le curé, il se dévérane tout dit. On le voit trotter un foufiel plus vif qu'un cerise. Un foufiel, c'est en folie, c'est comme ça, c'est les soldes, hein. On est un foufiel, il faut être arrivé le premier. Iker est de tous côtés. Bucal porte riche. Et un madin de l'argent pour les pauvres et snéglis. Iwert est tout juste pour se perdre, un ne sait quoi pour manger. S'il a 2 sous d'un moins, il sait dû les placher. Il aime mieux les porter à le mason d'un malade qu'est de vouloir les mucher pour faire une régalade. Assuré, Snabilman, les coups de poker non plus. Souten et Saint-Capio, je les ai tous connus. Ces sorlets rapiéchés aussi longs que des barquettes, être trop larges pour ses pieds, puis j'étais comme des équemettes. À puicher, c'est dégoûté. Ce curé, il fait la mendicité, mais pas pour lui, pas pour faire des régalades. Il y a une critique sociale derrière, mais c'est pour apporter aux plus pauvres. C'est intéressant. Un liquide poiquaire, ça ne liquide point cher. Hein, d'accord, genre, on le comprend, hein, il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir que le mot care, dans le sens de chérir, ça peut prendre une autre écriture. Un jour donc, je vois un train au curé d'Amazon, tout plaqué, tout barbé, ployé comme un hirchon. Barbé, ça veut dire qu'il est mal rasé, hein. Ployé comme un hirchon. Un hirchon, c'est un hérisson, hein. Donc il est plié comme un hérisson, puis il est hirsute en même temps. Voilà. Il vato, il pleuvo, chaqueyo al delac, lio culo dal quemin, que je n'étais plus qu'une flaque. Perché jusqu'à ses joches, il en autre tout saint corps, saint capio rempli de pleuve à l'entour et de ses bords. Alors, on va continuer sur la deuxième page. Donc, Saint-Mantio, il pichote tous les côtés. Canoche dit un nocher. Nocher, c'est une gouttière, hein, c'est un noc ou un nocher. J'ai vomi ma cœur poché, poché meurtri. C'est du beau vocabulaire, hein. Je m'asseoir bien colère. Y busiez-vous que je dis, êtes-vous promener par ce temps-là? Êtes-vous laissé fréquir pour attraper du mât? Se laisser fréquir, c'est comme la peinture fraîche, hein, c'est la peinture humide, mouillée. Voilà, vous laissez détremper. Vous sortez Saint-Mathieu, vous êtes pas raisonnable. Vous vous v'là fait comme un pauvre minable. Et qui me répond, je n'ai pas le meilleur temps du bon Dieu, mais je n'ai pas pour me promener que j'ai quitté le coin de ma fût. Et si je suis venu vous dire, c'est pour une cause qui presse. Vous connaissez comme mi, elle veuve Agnès chez le pauvresse. Vous entendez les assonances, hein, le temps qui presse, Agnès, le pauvresse. Chez gendarme qui surcote, l'ont pinché à voler. Alors surqué, souvent c'est le choc dans les textes, c'est souvent un choc qui surque après la cerise, hein. Il guette, hein, il mille, hein. Donc c'est pas un terme du sud du domaine linguistique, c'est vraiment un terme du centre du domaine linguistique, hein. Hein. Chez gendarme qui surcote, l'ont pinché à voler des puntières d'Algardin, d'Isidore et Schberquet. Puntière, c'est le nom qu'on retrouve pour la pomme dans le Hainaut et même en tirage. Euh, Aldo passé jeudi devant la correctionnelle. À la Chinctio et fan. Faut avoir pitié d'elle. Vos cousins, monsieur le juge, est un si bon garçon. Donc là, il essaye d'avoir une bonne oreille. Allez le vire et tâchez qu'il lui donne pas de prison. Donc il veut essayer de défendre la pauvre Agnès qui a volé pour nourrir ses enfants. J'ai attendu, mais vite, faites séquer vos soutaines. Vous les,
vous se léchez, oui, ça c'est pas à moi, vous se léchez à cuire, hein, vous vous laissez remouiller, hein, cru, quand c'est cru, on a lavé le pavé, c'est cru à terre, hein, c'est encore, ça n'est pas sec du tout, c'est plus qu'humide, hein, c'est mouillé. Vous se léchez à cuire, vous tremez comme une faine c'est comme en français, un fruit du hêtre. Il vous faut prendre quelque chose. Je vais vous faire un codio, une boisson chaude, hein, donc un grog, hein, si vous voulez par des parelles Tahu à Domet Samantio. Tahu, dans le nord amiénois, c'est un gros nuage très sombre qui annonce l'orage. C'est peut-être aussi la notion ici de tempête ou de quelque chose voilà, enfin, une pluie très abondante. C'est peut-être les deux, hein. Moi, je le connais sous forme de gros nuages. Par des parelles Tahu, à do vous mettre Samantio. Vous n'avez pourtant un bon écho doublé de laine. Vous ne l'avez point mis chez Delphot à vos Méken. La Méken, ça on le retrouve un peu partout. Méken, Mädchen, hein, c'est Mädchen en allemand, c'est ou en hollandais, c'est là en l'occurrence la servante du curé. Et donc le curé répond par rapport à son manteau bien chaud et doublé de laine. Et je vais vous dire, en étant à mon Agnès, j'ai vu que ces cinq tio malingreux allotent le queue tout nu. C'est une expression très, très marquée, aller à cul tout nu, très marquée dans le Hainaut, dans le Valenciennois. Hein, aller presque à l'oc, alors l'image à cul tout nu, mais il y a un livre de Maurival d'après la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle Cul tout nu. C'est les miséreux qui n'ont plus, qui ont tout perdu. Il n'a votre poids de marron, marron, pantalon, hein. Il n'a votre poids de kémiche. Un ojdi, donc le subjonctif, un ojdi des tiotiens, ramoncelé dans le niche. Il dormote sur le paillasse, cinq couverts sur le dos, poids de bonnet sur le tiède, poids de coche dans le chabot. Coche, des chausses, hein, des chaussettes, donc de laine. Ah, c'est l'histoire des ch'tins qui est riche comme un prince, mi, qui dit en riant. J'ai fait mieux que lui, ma pince. Ma pince, je pense, c'est dans le Nord, hein, on trouve bien ça aussi. Saint-Martin n'a donné que le mi-temps de Saint-Mathieu. J'ai baillé le tout au lieu de n'accoper qu'un morceau. Donc, il est bien connu que Saint-Martin a partagé son manteau en deux sur le parvis de la cathédrale d'Amiens, qui n'était pas encore construite du temps de Saint-Martin, mais peu importe. Et donc, qui était un soldat romain. Alors pourquoi Saint-Martin a donné la moitié de son manteau seulement? C'est parce qu'il a donné toute la partie qui lui appartenait. L'autre moitié appartenait à l'armée romaine, hein. Et donc, il a été généreux. Bon, ceci dit, c'est pas bien grave. La légende veut qu'il ait donné la moitié de son manteau. Et donc, lui, le curé généreux, a donné l'ensemble pour les trois enfants de la pauvre Agnès. Vous relirez, hein, je vous fais confiance, vous relirez ce texte pour vous imprégner à la fois du vocabulaire et puis de la fin de l'histoire, parce que sinon on n'en finit pas. Puis comme je vous transmets les documents, je trouve que c'est bien aussi que vous ayez un petit peu de travail à la maison, hein. Après, on fera une interro au mois de juin. Je vous rappelle, on fait une interro toujours au mois de juin. C'est-à-dire, ça sera même la première année que on fera une interro, mais une sévère, hein. Bon, je continue à vous partager d'autres textes, hein. On va faire que des textes maintenant. Alors, hop, non, pif, pif, comme ça. Hop, je grande. Alors là, je vous ai choisi deux textes que vous lirez. Je ne vais pas vous les commenter, ceux-là. Euh, donc, les trois premiers fascicules sont édités par Paul Maison. Et donc, ceux-là, ils sont assez bien illustrés, en fait, parce que des fois, il y a des culs de lampe qui ne veulent pas dire grand-chose. Donc, l'ex-Crébieux, qui est cette rivière, avec un petit cul de lampe de marée. Euh, et donc là, le texte est d'une construction très, très classique, en 4-1, hein. Et puis, donc, on a bien la localisation, hein, qui apparaît, l'escrébieux qui est noté. Le nom du curé est noté. Il y a énormément de choses. Il y a un cousin. Il y a enfin, beaucoup de choses qui sont notées dans les textes. Et là, ici, c'est Latuzé ou le Wérou. Alors, c'est la première fois que je vois Latuzé écrit au féminin. Donc, les Latuzés sont euh, des petits monstres, hein, des gobelins picards. Et quand je monte au H-Guernier, dans l'idée de farfouiller et de mettre tout au pinac, un intendant me criait: n'y va pas, t'es te feras prendre par un tas de méchantes billettes, l'atusé, le ouérou, gobelin ou le rouipette. Donc ça, c'est sa grand-mère, hein, qui lui dit ça, puisqu'il parle de son enfance. Chez toi, le voix de grammaire, qui volo m'empêcher de fournaquer d'un chez coin et de tout dépicher. Dépiécer, dépicher, mettre en charpie, hein, réduire.
Un jour que je lis une main d'eau coquet qu'elle l'a usé, j'ai bien vu qu'une question, elle ne la vaut pas amusée. Un l'a usé, un lat calberdouillot. C'est une biette invisible qu'au contraire, elle te vaut. Si te quittes sous ses gros, sous ses griffes, sous ses doigts crochus, elle t'importera d'asmuche. T'auras bio t'a revinger et te faire une vie de déluge. Elle ira t'affremer tous d'un saint prigeon. Et mi, je n'aurai plus qu'à brère, et je n'aurai plus que garçon. Vous voyez, prison au masculin, hein, intéressant. Tiens, et que je reprends, si je n'ai pas encore vu saint visage, saint les visages, je serai d'avis qu'à ne m'a point perçu davantage. Elle a pu me vire 20 faux, jamais elle ne m'a poursuivi. Et je croirai plutôt, grand-mère, et que chez qu'à la peur et demie. Et grand-mère, mère Ouétian, avesner en malice, Rio à marmottant, ça n'a point un bon vice. Voilà, donc c'est la grand-mère qui baisse un petit peu les bras devant l'éducation de son petit-fils. Euh, je vous les lis, c'est galvaudé ma lecture, hein, parce que ce sont des textes qui ont beaucoup plus de profondeur que ce que je vous laisse supposer là. Mais vous travaillerez tout seul. Je veux vous en donner l'appétit parce que les textes de Théophile Denis ne sont pas intégralement réédités, hein. Donc on en trouve de ci, de là, mais vraiment, et parfois même que partiellement. Et parfois en français, et pas ces textes en picarde. Une prangère, c'est faire la sieste, c'est se reposer, hein, après dîner. Et là, c'est par rapport à la construction du texte que je vais vous le lire, que je choisis celui-là. Elle a fini de dénner, et dans le sens, dans la ferme, toute ça dehors. Il faut s'en à vire, cache leur là, tout est mort. Il faut si qu'au dans l'air, qu'un atteint que chaque guerzile. Un scroro dans un four, chassa l'Asie, tout grille. Donc on est l'été, hein, c'est une sieste d'été, il fait très chaud dehors, on entend que ça guerzille, hein, donc ça se dessèche, ça grille. Un éreintré de chacun, circrin, et si maflé, qu'un cache un adro pour se décrampir un mollet, pour se décrampir un mollet. Alors, crin et maflé, donc c'est des formes de fatigue, une fatigue qui est plus physique, et d'orcran, et puis maflé, c'est plus essoufflé. Mais bon, c'est presque synonyme. Et se décrampir, bah, c'est enlever ses crampes, hein. Ça se dit pas en français se décramper. Et c'est amusant parce que là, on a un verbe du deuxième groupe, un verbe assez fréquent, hein. Et voilà. Pendant que chez Varlet, Fromprangère, couqué dans le chenel ou ch'pailleux, chez Gvaux, Saint-Clemite, sur le litière, chez Vac, pour lec leur poil crapeux, chez Ogio, s'épanignote dans le pourrette, chez Glen et Chco, des coches sur le fien, chez Pouchin, Sanichte sous le brouette, chez Mouque, Trondiel sur le penche des tiens, chez Coulon, Seplut, t'es sous le carterie, chez Pourchios, Brondel, t'es dans Spurio, chez Garonchon, t'es dans les caries, chez Chincherlot, Bruenne, t'es dessus lio. Biette et Jean offremet le bouc, plus rien qui remeut, point un fit de vin. Un atteint chouer chez Macbrun, un atteint dropi chez Enmouk. Tout d'un coup, voilà que tout le monde est debout, chez les Remonteloer, un Sretin, un Ratel, un Sarva jusqu'au Brassoir. Jusqu'au Brassoir. Mais je trouve très joli ce texte avec l'ensemble des animaux de la ferme qui se protègent de la chaleur ou qui ont une petite occupation, hein, comme comment la, la- la mouche qui se strondelait, c'est se rouler, hein, c'est se rouler même par amusement parfois sur le penche de chien. Qui donc lui voilà essaye de s'abriter comme il peut. Chez Coulon, c'est plus tête sous le carterie. Voilà, on a l'ensemble de toute la ferme qui est présente. Et puis à la fin, un atodro chez Henmouk. Il y a quand même une pointe d'humour. Il y a de l'humour chez Théophile Denis, hein. Ça arrive pratiquement quand on s'y attend le moins. Bien souvent vers la fin, on a cette promenade-là. Et puis bah, tout compte fait, c'est aussi une expression qu'on peut dire, hein, chez Varlet, les valets de ferme peuvent très bien dire il y a un silence complet, on atteindra Pichenmouk. Et puis tout d'un coup, chez les Remonte-Loire, c'est-à-dire qu'on retourne travailler chez la remontée, hein. Et donc là, un Sretin, un Ratel, donc on se remet à l'ouvrage, on réattelle le cheval s'il faut aller dans les champs ou labourer ou tirer une charrie, un Sarva jusqu'au brassoir, jusqu'à la brune. J'espère que vous appréciez quand même, malgré ma lecture.
Alors, je vais vous passer ce texte-là. Il y a un texte, c'est Morte, qui est très tendre, très, très profond. Euh, Est-ce que je regarde bien l'heure, parce que je veux pas qu'on se mette en retard. Là, Fourchette à Indien. Alors, ce texte-là, euh, j'ai pas à rechercher, mais je me suis dit que Mousseron, il aurait très bien pu mettre ce texte dans la bouche de Cafougnette. Euh, Mousseron, il est postérieur à Théophile Denis, hein. Donc, je veux dire, voilà. Donc, si jamais c'était le cas, si vous connaissez un texte de Mousseron de Cafougnette avec cette histoire-là, vous, vous pourrez en donner la paternité à Théophile Denis. Fourchette à Indin. Dent est aussi masculin en picard, hein. C'est-à-dire, on a la preuve, je veux dire, c'est pas de l'invention, hein. On a la preuve un peu partout sur l'ensemble du domaine picard. Et donc, qu'est-ce que le picard a pu s'affadir en 2 siècles dans le Nord? C'est triste au niveau vocabulaire, mais bon, c'est une évolution sociologique plus que linguistique, je pense. Le fourchette à Indin. L'autre soir, au Mushtapo. Donc, Mushtempo, c'est en cachette, mais c'est aussi le nom de l'enseigne d'un cabaret, par exemple. C'est pas le seul texte, voilà, chez Denis, c'est le seul, mais chez d'autres auteurs, on peut retrouver l'enseigne du Mushtempo. L'autre soir, au Mushtempo, tout a bu vin nos pattes. Vlachou qui me raconto, je grimbalou d'Hyacinthe. Aux noces de cousin Marthe, un avo invité quasiment tout village, tout jeune nos parentés. Chez tout trop. Âge d'aîné, un mettant chez assiette, un trèfle qui va manquer à une douzaine de fourchettes. Après le soupe, un apporte des pigeons au petit pot, donc des pigeons aux petits pois. Chose qui n'ont point de fourchette, mâche avec le couture. Il faut dire que le portion de pigeon n'est au poiros. Et qu'un veillot, surtout, chez Pau nager dans le sauce. Là, j'adore ça, cette rime-là. La portion n'est pas grosse et puis les pois qui nagent dans la sauce, ça, c'est succulent. Mi j'avoue une fourchette, mais un avo qu'un dent. Manger des pots avec un pareil instrument, chez simplement vouloir peigner avec un dash, hein. Un dash, c'est un clou, hein. Donc se peigner avec un dash, se peigner avec un clou, c'est pas facile. Comme j'ai faim Kier, et là voilà, j'ai faim Kier, c'est pas le même cher que tout à l'heure. Tout à l'heure, quand ça coûtait cher, c'était écrit KER, et là, il y a plusieurs occurrences, hein, chez Théophile Denis. Quand c'est avoir cher, chérir, aimer, il écrit avec un H. Donc, comme j'ai faim Kier, des pots, comme j'aime bien les petits pois, et je m'y mets avec courage. Je les infile un par un, bonarot pour mieux, mais je veux que ça ne va pas vite et que ça sera des longs jus, que ce sera un long travail. Un long jus, c'est quelque chose dont on ne voit pas la fin. J'avoue bios infilé, une assiette resto toute pleine, et je n'ai fini au point d'un piquet en dijoine. Et je pico tout dit. Pendant ce temps-là, et je biscote, vire passer sous ma nez, gramin d'autres bons fricots. Et plus que je me dépêcho, plus qu'elle donne des fourchettes, un go s'en a rien piqué et glichot dans mon assiette. V'là qu'un serré le gambon, j'infilo, un avo mange le tarte et je mange au corps des pots. Donc, cette manière d'amener les répétitions, on le voit qui est en train de piquer avec sa fourchette à un daim. Inguer, le verbe inguer, c'est se donner du mal. C'est souvent écrit avec un H. Lui ne met pas le H aspiré devant, mais c'est souvent écrit avec un H dans les dictionnaires. Hein, donc, je pico, une fourchette à lingot. Donc, voilà, on se donne du mal. J'infilo, un avomage le tarte et je mange au corps des pots. Moi, je trouve que ça mis chez Cafougnette, ça ferait mouche également, hein. Donc, à la fois l'humour, une situation peut-être euh, peu probable, hein, quand même, pas calquée sur la vérité. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas là de l'ordre du témoignage, mais qui est peu de l'ordre, à mon avis, de l'histoire qui a pu être colportée. Bon, on a encore quelques minutes. Alors ici, je vous ai mis vous comparerez, parce on va regarder Morte après comme ça. Donc les deux versions dans la revue septentrionale qui est la version
comment, qui a été primée par les Rosati, dans la revue des Rosati, hein, la revue septentrionale, et puis là, la version qui a été publiée postérieurement, euh, non, simultanément, dans un des fascicules. Et vous verrez qu'il y a des modifications, alors soit bon, un apostrophe qui est changé en E sur le titre, ça c'est pas, mais c'est pas bien gênant. Mais il y a d'autres choses. Il n'y a rien de gênant d'ailleurs, mais il y a des choses. Bah, c'est un peu plus simple, un peu moins corsé dans la version qui a été soumise au prix des Rosati que dans la version qui a été éditée par l'auteur lui-même, quoi. On va regarder le neuvième texte, enfin neuf dans ma numérotation, pour Shelmore. Donc ça, c'est dans son dernier fascicule, pour Shelmort. Elle jour s'enfuit, elle brume et part du gris dans l'air. Éparte, c'est répandre, hein, on peut épart du fien, tout ça. Donc. Elle brume et part du gris dans l'air. Grammaire et Saint-Ptiofu, et visin sous le Kéméné, en sente poids aperchuguer, qu'une foueste mais plus clair. Mais tout à coup, grammaire tasnerait étonné. Il y a quelqu'un de mort qu'elle dit. Elle klaxonne les trépassés. Qui que chassera bien? Je le sais, grammaire, chez le vieil Adèle. Pauvre femme, à la vomnage, 80 ans passés. Je me ramatu et que j'ai fait une communion avec elle. Et je l'avoue que cher. Quel bon Dieu le prince à saint paradis. Tiofiu, va me kir ma liven messe et mélanette. Tu viendras tout près de mi dire d'un déprofondis. Mais il faut brun. T'es veau, chez le boîte à allumettes. Bran naan, ma garçon, t'as l'âme rage craché. Et bientôt, tous les deux, à genoux, sur le cahier, grammaire ouvrant saint livre et lieutenant saint caplet, psalmodiote les versets, et tchel lamenta prière. Et pendant que le devoir sera voyote les répond, chez cloque sono tout dit tristement les pardons, au-dessus de chémetière. C'est grave, hein, c'est grave. Il y a des nasalisations au niveau qui sont vraiment intéressantes. Un Linnet, il met bien deux N, c'est qu'il souhaite vraiment qu'on nasalise. Ifoué Brun, on l'avait vu tout à l'heure, jusqu'à le Brun soir, hein, donc il fait le soir tombe. Euh, il fait des nuances d'écriture avec va me care, va me chercher avec, bah là on a retrouvé le care cache, donc pour quelque chose que j'aime. Donc quelque chose qui coûte cher, quelque chose que l'on aime ou quelque chose qu'on va chercher. Il y a trois graphies différentes. Ça permet quand même une lecture à la fois plus aisée, puis on a une notion d'étymologie quelque part et de prononciation. Euh, et puis il y a ce rythme donc qui est marqué, on est quand même à la fin du 19e, hein, qui est marqué par la religion, le respect, la cloche qui sonne les trépassés. C'est quelque chose euh, pratiquement du quotidien, hein, enfin du quotidien de la vie villageoise à ce moment-là. Voilà. Euh, alors, comme il nous reste 3 ou 4 minutes, bon, je vais vous passer beaucoup de documents, hein. Vous en aurez presque une petite vingtaine, hein, enfin avec les pages, ça fera plus de 20. Je sais pas si je vous ai donné envie de découvrir Théophile Denis. En tout cas, ça fait partie de ces auteurs du Nord qui ont bien fait d'écrire en picard. On en a, à mon sens, une trace de la qualité de la langue. Ça permet de dire que l'ensemble du domaine linguistique picard, il n'y a pas de trou dedans. Ça permet aussi de se rendre compte que la langue, c'est, hélas, hein, mais bon, c'est comme ça, appauvri et que ben, on ne peut pas se contenter d'un accent. Moi, je lis Théophile Denis comme je lis quelqu'un de chez moi. Voilà, il y a un mot où je bute de temps en temps, ce qui est normal, mais je pense que personne n'a une encyclopédie de vocabulaire picard dans sa tête. Euh, il y a, il y a de l'émotion, il y a de l'humour, il y a de la sensibilité et il y a cette véracité d'une langue bah, qui, tout compte fait, si on regarde bien les années de Théophile Denis, c'est la langue de son enfance, donc on est autour de 1840. À l'air de rien, ça fait presque 2 siècles, hein. Et 2 siècles après, eh ben,
ici, en tout cas, dans l'ouest de la Somme, j'ai aucune difficulté à m'approprier, sans m'approprier intellectuellement, bien sûr, la, le travail de Théophile Denis. Et puis, ben, un coup de chapeau à son arrière-petit-fils, à Jean Pinard, qui a su léguer ben, l'ensemble de l'œuvre de son arrière-grand-père, tant, comme je vous l'ai dit, pour les sourds-muets, surtout pour les sourds-muets, mais aussi dans certains autres domaines, puis à partager avec des gens. Alors, la maison était encore propriété familiale à Cailleux-sur-Mer il y a une quinzaine d'années. Je ne sais pas si elle y est encore, mais je vous promets, c'est que l'été prochain, j'irai faire un tour entre Brighton et Cailleux pour essayer de retrouver la villa des Denis. À moins qu'elle est. Comme il y a une SCI derrière, ils l'ont peut-être vendue maintenant, ils l'ont peut-être vendue, hein. Voilà. Des questions, vite fait, avant que Olivier nous pose des questions ou des remarques, hein. Non, pas une question, mais merci Jean-Luc de nous le faire découvrir. Moi, je ne le connaissais pas, mais c'est une richesse qu'il ne faut pas manquer. Non, donc ben, si vous voulez ne vraiment rien manquer, le mieux c'est la bibliothèque d'Amiens. Ils sont très aimables. Donc il suffit d'envoyer un mail puis de demander la référence. Ben, je vous la transmettrai de rangement des six fascicules. Ils sont rangés ensemble et puis on peut les consulter à loisir Mm, en salle de lecture. On ne peut pas les emprunter, mais on peut les consulter. mm. Voilà, on se retrouve le mois prochain. Oui. Ouais. Allez. Adé tout le monde. Allez. AD. Adé.